À 4 heures du matin, le 16 août 2025, Yashsam 1025, le Burkina Faso découvre, stupéfait, 57 camions d'armes stoppés net à sa frontière sud. En une seule opération, cette saisie fait exploser l'écart entre l'image d'un État assiégé et la réalité d'un pouvoir capable de déjouer un plan régional massif. Pour Ibrahim Traoré et pour des millions de Burkinabés, ce convoi capable d'armer une armée entière devient la preuve matérielle que la guerre pouvait commencer sans préavis. Reste une question brûlante. Qui a osé miser autant d'acier et d'argent sur l'effondrement silencieux du Burkina Faso? Ce premier choc ne raconte qu'une partie de l'histoire. Derrière les 57 camions interceptés, une dynamique bien plus vaste se met en place. Dans cette enquête, le spectateur va comprendre pourquoi la sécurité du Burkina Faso est entrée dans une zone de risque stratégique et comment chaque décision prise depuis cette nuit a redéfini le rapport de force régional. Ketiep, apparaît une vérité que peu avaient anticipée. La saisie n'est pas un simple coup d'éclat, mais le point de départ d'une bataille où s'entremêlent logistique clandestine, ambitions étrangères et résistance institutionnelle. Et une question, discrète mais insistante, sert de micro-hook. Si une opération de cette ampleur a été stoppée, combien d'autres ont frôlé la réussite sans jamais être détectées? Pour Ibrahim Traoré, la réponse n'a jamais été théorique. Chaque convoi déjoué représente une faille révélée. Chaque jour gagné un rapprochement vers une souveraineté consolidée. Dans cette vidéo, nous allons démêler les risques, suivre les décisions clés et mesurer, données après données, comment un pays en alerte a transformé la peur en stratégie. Dès le deuxième jour, un premier, comme une première révélation importante bouleverse totalement l'enquête. Les numéros de série récupérés sur 25 000 fusils AK-47 révèlent des provenances multiples de la Libye au Yémen, exposant une chaîne logistique internationale bien plus vaste qu'imaginée. Et un second choc tombe immédiatement. Chaque camion avait convergé vers le même corridor, suivant un calendrier millimétré destiné à brouiller la surveillance locale. À partir de là, le récit bascule. Les forces burkinabées comprennent que l'opération du 16 août n'est pas une anomalie, mais l'extrémité visible d'un réseau transfrontalier structuré. Les analyses balistiques confirment une architecture clandestine s'étendant du Golfe à l'Afrique de l'Ouest, appuyée par des sociétés écrans enregistrées à Lomé et à Accra. Les premiers interrogatoires dévoilent même l'existence de comptes bancaires liés à des entités basées au Moyen-Orient. Kung-Luk, CAC drone de surveillance, montre que les convois ne suivaient pas une route improvisée, mais un itinéraire répété, testé, optimisé, comme si plusieurs tentatives précédentes avaient déjà frôlé la réussite sans être repérées. Dans les couloirs du pouvoir, l'atmosphère devient électrique. Les ministres parlent de guerre hybride. Certains évoquent même un coup d'État masqué. Ibrahim Traoré, lui, refuse l'escalade verbale. Il exige une lecture précise des faits, donnée après donnée, estimant que la vérité politique doit reposer sur la rigueur plutôt que sur l'émotion. Son sang, les images des 57 camions alignés sur le tarmac circulent dans tout le pays. Elle montre à la fois la vulnérabilité d'un État sous pression et la détermination d'un commandement qui choisit d'agir avant que le pire ne surgisse. Ce contexte dévoile une mécanique dangereuse, un réseau multicouche financé par des flux d'argent fragmentés, capable d'alimenter une insurrection simultanée sur plusieurs fronts. Si le convoi avait franchi le dernier point de contrôle, le Burkina Faso aurait peut-être affronté en une seule journée une explosion de violence coordonnée. Et c'est précisément cette possibilité qui ouvre le premier grand motif du récit, la ligne ténue entre une attaque déjouée et une crise nationale.
Au troisième jour de l'enquête, les visages derrière l'opération commencent à émerger, donnant un relief humain à ce qui n'était jusque-là qu'un gigantesque puzzle matériel. Le capitaine Moussa Kaboré, premier à intercepter le convoi, devient ainsi la figure pivot du récit. Son témoignage, simple et direct, décrit une nuit où chaque décision pouvait changer le destin d'un pays. Un silence inhabituel, des camions avançant lentement, et ce moment suspendu où il choisit d'ordonner l'arrêt malgré l'incertitude. Kung Luk, un second cas, met en lumière la coordination institutionnelle. Dans la salle d'opération à Ouagadougou, le général Zerbo supervise en temps réel les informations remontant depuis la frontière. À la minute où l'alerte est confirmée, il déclenche la mobilisation des forces genre spéciales, verrouillant les corridors terrestres avant même que les chauffeurs ne réalisent qu'ils étaient encerclés. Ce duo, vigilance locale et réactivité stratégique, constitue le noyau dur de la riposte initiale. À mesure que les heures défilent, une tension palpable s'installe dans les institutions. Les ministères reçoivent des rapports contradictoires, les services de renseignement comparent les flux financiers, et les conseillers juridiques cherchent à comprendre si l'opération relève d'un trafic isolé ou d'une tentative de déstabilisation délibérée. Les images diffusées par les médias d'État montrant les 57 camions alignés comme un mur d'acier suscitent autant de stupeur que de fierté collective. Cette combinaison de gestes individuels et de décisions centralisées révèle une vérité essentielle. La sécurité nationale repose sur une chaîne où chaque maillon peut faire basculer l'ensemble. Autrement dit, une faillée suffit à tout renverser. Tout commence réellement lorsque les premières analyses confirment que le convoi du 16 août n'est pas un incident isolé, comme un déclenchement soudain. Les numéros de série, les routes empruntées, les faux documents douaniers, tout pointe vers un réseau transversal, cohérent, financé et méthodiquement structuré. Dans les minutes qui suivent la saisie, les foyers nerveux du pouvoir s'allument. À Ouagadougou, les salles de commandement se remplissent d'officiers, de cyberanalystes et de conseillers juridiques. Les téléphones satellitaires vibrent sans pause. Un message court d'un bureau à l'autre. Le convoi n'était pas seul. Puis vient l'accélération. À ce moment de tension maximale, les forces spéciales mènent 23 perquisitions simultanées, ciblant entrepôts, garages et domiciles privés. Dans 17 de ces lieux, elles découvrent des stocks d'armes parfaitement conditionnés, fusils d'assaut, grenades, lance-roquettes, explosifs de précision. Les scellés tombent les uns après les autres, révélant une architecture logistique qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Kung Luk, la pression internationale s'intensifie. Certaines chancelleries parlent d'incidents graves, d'autres dénonçant un manque de transparence. Face à la confusion extérieure, Ibrahim Traoré garde une ligne simple: montrer, prouver, démontrer. Il choisit la clarté opérationnelle plutôt que le discours politique, convaincu qu'un État gagne sa légitimité par la précision des faits. Un nom tombe: François Bongo. L'homme d'affaires, réputé pour ses réseaux tentaculaires, craque sous interrogatoire. Ses aveux changent l'axe du récit. Réunion secrète à Accra, émissaires venus d'Abidjan, consultants liés à des firmes occidentales, et une ambition explicite: renverser le président et installer un gouvernement fantôme déjà préparé. L'opération porte un nom de code glaçant: Opération Démocratie Restaurée. Les jours suivants plongent le pays dans un état d'alerte lucide. À mesure que les preuves s'accumulent, les contours du complot deviennent nets. Plus de 1 milliard de dollars transitant par des comptes dispersés dans 7 juridictions. Un réseau financier sophistiqué, fragmenté en microtranches pour échapper à la détection. Des armes provenant de zones de guerre et de chaînes industrielles officielles. Des itinéraires coordonnés vers un seul corridor frontalier, prêts à déferler. L'impact est immédiat.
Les citoyens découvrent, stupéfaits, les images des 57 camions alignés sur le tarmac. Les écoles organisent des séances d'explication, les radios locales multiplient les débats, les marchés bruisent de rumeurs et de fierté. Le récit se propage plus vite que les clarifications officielles, et c'est là que survient le tournant symbolique. Ibrahim Traoré apparaît à la télévision devant un mur de caisses d'armes. Il prononce une phrase qui fera date: Nous ne sommes plus endormis. Cette sentence marque l'instant où l'État cesse de subir pour commencer à imposer son propre tempo. Enfin, les répercussions s'étendent. Des milliers de manifestants descendent dans les rues pour soutenir les institutions. Les chancelleries occidentales réagissent, certaines par prudence diplomatique, d'autres par irritation stratégique. Les États du Sahel, Mali, Niger, Guinée, publient des communiqués communs de soutien. En arrière-plan, les enquêteurs poursuivent la traque financière et identifient un schéma continental visant à remodeler toute la région. Pour la première fois, la crise dépasse les frontières du Burkina Faso et devient un révélateur géopolitique. Une certitude émerge alors. La nuit du 16 août n'est pas seulement une saisie spectaculaire, mais le nœud d'un affrontement silencieux où chaque décision, chaque minute et chaque donnée peuvent changer le destin d'un pays. Lorsque les premiers rapports consolidés arrivent sur le bureau du Conseil national de sécurité, une vérité brutale s'impose. L'affaire du 16 août peut désormais être quantifiée. Du point de référence à l'écart mesuré, les écarts sont si massifs qu'ils redéfinissent immédiatement la perception de la menace. Le premier chiffre frappe comme un coup péré: 57 camions, chacun chargé de cargaisons capables d'équiper des unités entières. Ce volume révèle une intention offensive planifiée, structurée et avancée. Il montre qu'un réseau logistique cohérent fonctionnait depuis longtemps. Le deuxième chiffre donne l'ampleur humaine de la crise: 40 000 combattants potentiels auraient pu être armés par le seul convoi intercepté. Ce seuil signifie que l'attaque visait une bascule nationale immédiate. Le troisième chiffre expose la dimension financière: 1,3 milliard de dollars circulaient dans 40 et un compte réparti sur 7 juridictions. Ce flux prouve l'existence d'opérateurs maîtrisant les méthodes avancées d'évasion bancaire. À partir de ces données, l'analyse prend un tournant systémique. Les enquêteurs reconstituent la progression du réseau. Microtranches financières de moins d'1 million de dollars, sociétés écrans immatriculées à Accra, transactions via Dubaï, Chypre, Luxembourg et rôles disséminés entre courtiers, logisticiens et intermédiaires politiques. Ce modèle, structuré en couches successives, rappelle les opérations clandestines déjà observées dans les zones de guerre du Moyen-Orient. Une cartographie balistique établit la généalogie des armes. 68% proviennent de stocks libyens dispersés après la guerre civile, 22% sortent d'usines récentes situées dans des pays membres de l'OTAN, et les 10% restants sont issus de reventes privées détournées. La convergence de ces provenances démontre qu'aucun acteur unique ne contrôle l'ensemble du flux. Il s'agit d'un système composite où intérêts étatiques et réseaux criminels s'entrelacent. Dans ce cadre, la réaction de l'État burkinabé adopte une logique mathématique. Si la menace possède plusieurs couches, la réponse doit agir sur plusieurs horizons. Ibrahim Traoré insiste alors sur une idée clé: la lisibilité du danger passe par la lisibilité des chiffres. Pour lui, la souveraineté n'est plus seulement une posture politique, mais une capacité à comprendre et décoder les mécanismes d'ingérence. C'est dans cette perspective qu'il ordonne la fusion des bases de données policières, douanières et militaires afin d'identifier les signaux faibles à l'origine du convoi.
L'objectif est simple, transformer l'État en un système capable d'anticiper des opérations de ce type plutôt que de seulement y réagir. À mesure que les données affluent, un schéma se consolide. Si le convoi avait franchi la frontière sans encombre, le Burkina Faso aurait fait face à une insurrection éclatée, simultanée, touchant infrastructures, perception publique et commandement militaire. Les experts évoquent même la possibilité d'une guerre par procuration coordonnée depuis plusieurs capitales étrangères. Les institutions internationales commencent à s'impliquer. Les inspections menées par le Centre africain de sécurité régionale confirment les chiffres publiés par Ouagadougou. Les observateurs du Niger et du Tchad appuient les conclusions burkinabées. La contestation extérieure, un temps virulente, s'effondre sous le poids de l'évidence. Mais derrière les tableaux, les pourcentages et les rapports, une idée domine: les chiffres n'expliquent pas seulement la menace, ils expliquent la méthode. Ils montrent comment un pays peut être affaibli sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Et c'est précisément cette méthode qu'Ibrahim Traoré entend désormais démanteler. Au moment où les preuves s'accumulent, un débat profond traverse aussi bien les institutions que l'opinion publique. Deux lectures opposées émergent, chacune structurée, chacune plausible à première vue. La première thèse soutient que la saisie du convoi est l'indice d'une ingérence extérieure d'envergure, coordonnée par des réseaux transnationaux cherchant à remodeler l'équilibre politique du Burkina Faso. Les indices paraissent solides: convergence logistique, routes éprouvées, financement fragmenté, multiplicité des provenances d'armes. Selon cette perspective, le pays a évité de justesse une offensive hybride, pensée pour frapper simultanément plusieurs fronts. La seconde thèse, défendue par certains milieux critiques, avance au contraire l'idée d'une exagération politique. Pour eux, les volumes d'armes semblent impossibles à acheminer sans qu'un État entier ne s'en aperçoive. Ils évoquent l'hypothèse d'une instrumentalisation du scandale pour consolider le pouvoir, tout en pointant du doigt l'absence de confirmation indépendante durant les premières heures de l'affaire. Cette lecture, plus sceptique, insiste sur les vulnérabilités administratives du pays et les risques de communication à chaud dans un contexte hautement sensible. La réponse aux deux positions se cristallise lorsque les observateurs du Centre africain de sécurité régionale rendent leurs conclusions. La vérification matérielle, camions inspectés, marquage visible, cohérence des scellés, provenance des armes, valide la chaîne d'événements exposée par les autorités burkinabées. Les doutes légitimes au départ apparaissent alors comme les effets d'un brouillard informationnel plutôt que comme des contradictions substantielles. La présidence reconnaît publiquement les failles du système de surveillance. Loin de balayer les critiques, elle admet que la porosité des frontières a permis au convoi de s'approcher dangereusement de sa destination finale. Ce geste de transparence atténue les accusations d'instrumentalisation et redirige le débat vers la question essentielle: comment renforcer l'État sans réduire l'espace du débat démocratique? Le Stillman, ainsi reconstruit, montre que les deux thèses apportent des éléments pertinents, mais que seule leur combinaison, ingérence réelle plus vulnérabilité interne, permet de comprendre l'ampleur du 16 août. Une phrase a tout basculé. Au cinquième jour de la crise, Ibrahim Traoré révèle en conférence de presse que les auteurs du complot avaient déjà rédigé la liste d'un gouvernement alternatif prête à être annoncée 48 heures après le chaos prévu. Cette information, brève mais tranchante, modifie la structure entière du récit. Il ne s'agit plus seulement d'armes ou de financement clandestin, mais d'une tentative de prise de contrôle politique minutieusement anticipée. Les enquêteurs confirment que plusieurs ordinateurs saisis contenaient des portefeuilles ministériels, des projets de décrets et même un calendrier des premières mesures publiques.
Ce détail, froid et administratif, produit pourtant un choc émotionnel. Le pays n'était pas simplement menacé, il était déjà divisé sur le papier, comme si sa souveraineté pouvait être reconfigurée en secret par un cercle restreint d'acteurs extérieurs et leurs relais locaux. Pour les institutions, ce midpoint révèle le cœur du danger. La bataille n'est ni militaire ni financière seulement, elle est narrative. Celui qui impose son récit impose sa légitimité. Pour les citoyens, la menace devient tangible. Si le pays a frôlé une telle substitution, alors chaque décision du pouvoir comptait double. À ce moment précis, le Burkina Faso cesse de subir l'intrigue. Il commence à la reprendre. Les révélations du midpoint agissent comme un détonateur doucement progressif. Elles déplacent la crise du terrain sécuritaire vers celui des conséquences sociales, économiques, diplomatiques et régionales. Quatre dynamiques majeures émergent alors, chacune touchant un pan essentiel du pays. La cohésion retrouvée. Dans les quartiers populaires comme dans les villages du Sahel, l'affaire du 16 août devient un récit fondateur. Les citoyens décrivent la nuit de l'interception comme une bascule collective, la sensation d'avoir frôlé une tragédie, puis d'en être sortis unis. Les radios locales reçoivent des témoignages spontanés. Chauffeurs, enseignants, commerçants racontent comment la peur s'est transformée en vigilance active. Des associations improvisées naissent pour soutenir les forces de sécurité. Cette dynamique, loin d'être orchestrée, s'explique par la clarté des preuves rendues publiques et par les interventions fermes mais calmes d'Ibrahim Traoré, qui appelle à la discipline plutôt qu'à l'euphorie. 2. Le paradoxe financier. Au départ, le choc provoque une sidération économique. Plusieurs investisseurs étrangers suspendent leurs engagements, craignant une instabilité prolongée. Mais un phénomène inattendu apparaît, la confiance intérieure augmente. Les banques locales enregistrent une hausse notable des dépôts, les Burkinabés préférant sécuriser leur argent auprès d'institutions nationales plutôt que dépendre de partenaires extérieurs. Ce mouvement, baptisé par la presse le franc de la dignité, révèle une économie qui se replie d'abord par prudence, puis qui se renforce par patriotisme pragmatique. 3. Le champ de force géopolitique. Côté diplomatique, les effets sont immédiats. Plusieurs chancelleries occidentales exigeant des clarifications, certaines allant jusqu'à qualifier les arrestations de politiques. À l'inverse, les pays du Sahel, Mali, Niger, Guinée, publient un communiqué commun affirmant que une attaque contre le Burkina Faso est une attaque contre l'Afrique. Cette polarisation transforme Ouagadougou en symbole continental, un État qui refuse l'ingérence directe tout en maintenant une posture mesurée. Ibrahim Traoré, dans ses interventions, martèle la même ligne. Le Burkina Faso ne recherche pas l'affrontement, mais le respect réciproque. 4. L'effet domino sécuritaire. Les données saisies prouvent que le Burkina Faso n'était pas la seule cible. Les correspondances retrouvées mentionnent le Mali, le Niger et la Guinée comme futures étapes d'un projet régional de déstabilisation. Cette révélation accélère la coopération sécuritaire du Sahel, échange de renseignements, patrouilles conjointes, réunions stratégiques. De simples alliés, les pays concernés deviennent une communauté de destin convaincue qu'un échec burkinabé aurait entraîné une déflagration continentale. Au croisement de ces quatre dynamiques, une idée se cristallise. La crise n'a pas seulement été déjouée, elle a reconfiguré la manière dont les Burkinabés et leurs voisins pensent la souveraineté. Et dans cette recomposition, la voix d'Ibrahim Traoré agit comme un repère, ferme, lucide, constamment arrimé aux faits. Au terme d'une semaine de révélation et de riposte coordonnée, les services de prospective
présente à la présidence 3 trajectoires possibles pour les 12 prochains mois. Chacune repose sur les mêmes données, mais chacune interprète différemment la manière dont le Burkina Faso absorbera le choc du 16 août. L'objectif n'est pas de prédire, mais de préparer. 1. Dans une première trajectoire, la stabilisation vigilante. Dans cette hypothèse, le pays consolide ses alliances régionales avec le Mali et le Niger, tout en absorbant une pression diplomatique et économique modérée. Le commerce intérieur se stabilise progressivement, porté par l'agriculture, l'énergie locale et un retour mesuré de la confiance publique. La sécurité reste tendue mais contrôlable. Les institutions apprennent à vivre dans un modèle d'alerte continue où chaque incident potentiel est traité comme un signal faible à vérifier. Ce scénario suppose un équilibre fragile mais tenable où la souveraineté se reconstruit par couches successives. 2. Dans une trajectoire plus favorable, le renforcement stratégique. Si la coopération militaire du Sahel s'approfondit réellement, Ouagadougou peut transformer l'élan de crise en levier géopolitique. Une force commune plus opérationnelle, des échanges de renseignements fluides et une diplomatie plus alignée offriraient un regain de confiance. Les projets miniers redémarreraient, les capitaux reviendraient lentement et l'économie pourrait connaître une croissance accélérée. Dans cette trajectoire, les réformes institutionnelles engagées après le 16 août deviennent un puissant moteur d'adhésion intérieure, renforçant la position du pays dans les négociations régionales. 3. Dans une trajectoire plus risquée, l'étau extérieur. Ce scénario survient si les pressions internationales s'intensifient. Restrictions économiques, campagnes de désinformation ou tentatives indirectes de sabotage financier. Les coûts d'importation grimperaient, les revenus liés à l'or se contracteraient et la capacité de l'État à financer ses chantiers prioritaires serait compromise. Dans ce modèle, le risque principal n'est pas l'effondrement immédiat, mais l'érosion lente d'un système placé sous tension prolongée. Au-delà des chiffres, des réseaux et des révélations, l'affaire du 16 août interroge directement celles et ceux qui vivent au Burkina Faso. Car derrière chaque convoi stoppé, il y a des familles, des travailleurs, des élèves, des communautés entières qui ressentent différemment l'impact de cette crise. 3 groupes se distinguent particulièrement, chacun avec ses attentes, ses craintes et son besoin de clarté. D'abord, pour les citoyens du quotidien, pour eux, la question est simple. Sommes-nous plus en sécurité aujourd'hui qu'hier? Les images des camions interceptés ont d'abord suscité la peur, puis un lent soulagement. Ils attendent que l'État transforme cette vigilance exceptionnelle en stabilité durable. Leur besoin premier, comprendre ce qui a été évité et pourquoi leur rôle de citoyen vigilant compte. Ensuite, pour les acteurs économiques. Les acteurs économiques. Entre prudence et espoir, ils cherchent un horizon lisible. Les petites entreprises veulent savoir si la confiance retrouvée pourra durer. Les grandes, si les projets suspendus pourront reprendre. Ce groupe perçoit la crise comme une double réalité, un risque immédiat, mais aussi une occasion de renforcer l'autonomie économique. Enfin, pour les jeunes et les institutions éducatives. Les jeunes et les institutions éducatives, la crise a réveillé une curiosité civique nouvelle. Dans les écoles, on discute de sécurité, de responsabilité collective, de souveraineté. Les jeunes voient, peut-être pour la première fois, comment une décision prise à la frontière peut influencer leur avenir. Ils attendent un récit clair qui ne glorifie ni ne simplifie, mais qui explique. À la croisée de ces attentes, une certitude se dessine. La cohésion se construit lorsqu'on parle franchement du danger et de la manière dont on y répond. C'est ce lien avec le public qui donne du sens à l'ensemble du récit. Face à l'onde de choc du 16 août, l'État burkinabé ne se contente pas d'expliquer ce qui s'est passé. Il construit une méthode pour éviter que cela ne se reproduise.
Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route pragmatique émerge, structurée en étapes précises, chacune attribuée à des acteurs identifiés et à des objectifs mesurables. 1. Assainir les frontières, voire avant d'intercepter. Qui? Force mixte militaire douane. Action. Instaurer des zones de contrôle continu sur les corridors sensibles. Quand? Déploiement initial sous 3 mois. Mesure. Réduction de 60% du trafic non déclaré en un an. 2. Unifier le renseignement. Une seule source, plusieurs capteurs. Qui? Police, armée, douane, cellules cyber. Action. Fusionner bases de données et signaux faibles dans un centre unique. Quand? Mise en service progressive sur 6 mois. Mesure. Temps moyen de détection divisé par 2. 3. Reconversion symbolique. Transforme pour réparer. Qui? Ministère de l'Éducation, plus défense. Action. Fondre une partie des armes saisies pour financer écoles, dispensaires et canaux d'irrigation. Quand? Première réalisation dans l'année. Mesure. Nombre d'infrastructures construites grâce au métal récupéré. 4. Diplomatie de reconstruction. Construire des alliances choisies. Qui? Affaires étrangères, plus partenaires africains non alignés. Action. Établir des réseaux de solidarité sécuritaire et économique. Quand? Consultation trimestrielle. Mesures. Accords signés et coopération opérationnelles activées. 5. Réforme morale. La vigilance comme réflexe civique. Qui? École, association, leader communautaire. Action. Campagne d'éducation civique et d'intégrité. Quand? Déploiement immédiat. Mesures. Participation citoyenne et signalement précoce. En combinant logistique, renseignement, symbolique, diplomatie et civisme, cette feuille de route transforme une crise en architecture de résilience. Au moment où le récit approche de son terme, une image revient, comme un fil rouge, celle du capitaine Moussa Kaboré, seul avec son équipe, dans la nuit silencieuse où tout a commencé. Ce motif, apparu dans les premières heures de la crise, devient le miroir de ce que le pays a traversé. Ce geste initial, arrêter un convoi malgré le doute, résonne désormais comme la première pierre d'une résistance collective. Et à mesure que les révélations se sont enchaînées, il est devenu clair que cette vigilance du terrain n'aurait eu de portée que parce qu'elle a rencontré, au sommet de l'État, la détermination d'Ibrahim Traoré à nommer les choses, à montrer les preuves, à refuser les demi-mesures. Dans les rues, dans les écoles, dans les casernes, cette séquence est racontée comme une leçon simple. Un pays se protège quand chacun, du soldat au président, assume sa part de lucidité. Les événements du 16 août ne sont plus seulement un épisode sécuritaire. Ils forment une mémoire commune, une manière de regarder l'avenir avec davantage de solidité. Et au cœur de cette mémoire, une phrase s'impose, brève et claire: la vigilance crée la souveraineté. Alors que les traces de la crise s'estompent lentement, une certitude demeure. Ce qui s'est joué le 16 août dépasse un simple épisode sécuritaire. C'est une invitation à repenser la manière dont une nation se protège, se raconte et se construit. Le Burkina Faso a montré qu'un pays peut transformer une menace en levier, un doute en méthode, une fracture en cohésion. Mais cette dynamique n'appartient pas seulement aux institutions. Elle dépend aussi de la capacité collective à rester lucide, informée et engagée. C'est pour cela que ce récit continue ici. Si vous souhaitez voir comment cette vigilance peut devenir une force durable, si vous pensez que l'analyse des faits permet de mieux comprendre l'avenir, ou si vous voulez simplement suivre les évolutions du Sahel avec un regard clair, votre présence compte réellement pour la suite de ce travail.
La question demeure ouverte et essentielle. Comment, selon vous, une nation peut-elle renforcer sa souveraineté sans perdre son dialogue intérieur?